Walter Ross, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes géophysicien à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et vous êtes responsable du projet Extraplaque, le programme français d'extension du plateau continental dont les enjeux, comme nous allons le voir, dépassent le champ scientifique. Je crois que vous revenez d'ailleurs de New York, où vous avez défendu devant l'ONU une demande d'extension de son domaine maritime, notamment dans les îles Kerguelen et aux Antilles. Exact. Alors, comment se fait-il qu'on puisse encore aujourd'hui demander une extension de territoire maritime? Oui, pour là, il faut vraiment remonter un petit peu l'histoire de droit maritime, de droit de la mer, qui s'est abouti en 82 avec une convention de l'ONU, des Nations Unies, donc une convention qui s'appelle la Convention sur le droit de la mer, qui est aujourd'hui ratifiée par plus de 160 pays dans le monde entier. Et dans cette convention, il y a tout un tas de choses qui sont réglées par rapport aux droits des États côtiers, des États qui n'ont pas accès à la mer, etc., etc. Comment on partage et comment on peut faire bénéficier l'humanité des richesses de la mer. Et un des dispositifs de cette convention, c'est notamment donc l'extension du plateau continental, c'est-à-dire que tout État côtier a le droit d'une zone économique exclusive jusqu'à 200 000 des côtes. Et sous certaines conditions, on peut étendre cette zone, ce qu'on appelle le plateau continental, jusqu'à un maximum de 350 000. Quelles sont ces conditions particulières? Ouais, ces conditions sont finalement des conditions assez scientifiques. Et c'est pour ça que moi, en tant que géophysicien, je suis impliqué dans ce genre de dossier. Les conditions sont que finalement, la masse terrestre doit se prolonger, comme on le dit, sous la mer. Donc on peut imaginer, par exemple, si on regarde la France, on regarde la Bretagne, au large de la Bretagne, dans le golfe de Gascogne, le plateau continental géologique, parti à 200 mètres jusqu'à 300 mètres de profondeur, s'étend quelques centaines de kilomètres de la côte. Et c'est qu'au-delà qu'il y a une pente continentale, et c'est au-delà de cette pente continentale qu'on trouve les grands fonds. Et donc l'ONU nous permet de délimiter à cet endroit-là notre extension du plateau continental. Alors concrètement, comment se passe une mission? Là, je crois que vous étiez, il n'y a pas très longtemps, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Oui, c'est exact. Donc d'abord, une mission, ça commence avec la préparation, c'est-à-dire de regarder toutes les données qui existent déjà sur zone pour ne pas dupliquer ce qui existe. À partir de là, identifier les lacunes, donc constituer une équipe qui peut répondre aux questions qu'on se pose. Après, c'est le matériel, donc c'est le navire, trouver un navire qui est adapté, qui n'est pas trop loin non plus, parce que les temps de transit peuvent être très longs. Donc dans le cas précis de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la bathymétrie qui nous intéresse tout d'abord, c'est-à-dire la cartographie des fonds marins, le plateau, la pente et les grands fonds pour bien montrer que la masse terrestre se prolonge sous la mer. Et une deuxième chose dont on avait besoin, c'était l'épaisseur sédimentaire. Des roches sédimentaires qui se trouvent dans les océans peuvent avoir des épaisseurs de plusieurs kilomètres. Et l'ONU, dans la Convention, c'est décrit que s'il y a plus de sédiments, on peut aller plus loin dans l'extension. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle la sismique. C'est aussi un équipement qui utilise des ondes acoustiques, mais de basse fréquence, qui pénètrent dans le sous-sol et qui nous permet de faire une cartographie en coupe, finalement en verticale, des différentes couches sédimentaires et de déterminer cette épaisseur. Vous êtes amené à faire des prélèvements aussi? Ça arrive, oui. Sur le cas précis, on n'a pas fait, mais par exemple au large des Kerguelen, on a fait ce qu'on appelle un drag, donc on repêche des roches des fonds océaniques pour comparer la composition des roches qu'on trouve sur les grands fonds avec les roches qu'on trouve à terre. Encore dans un souci de démontrer que ce sont les mêmes structures qui se prolongent. Alors, vous montez un dossier, mais il faut le défendre, ce dossier, après. Exact. Et alors, est-ce qu'on a déjà réussi à obtenir certaines régions? Oui, donc on a déjà obtenu l'extension dans le golfe de Gascogne, mais qui est à partager avec l'Irlande, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Donc là, on avait choisi d'abord obtenir l'extension et après de négocier entre nous. On a aussi l'extension au large de Nouvelle-Calédonie. Et là, on avait négocié avant avec l'Australie la délimitation. Et troisièmement, on a l'extension au large de la Guyane. Et là, il y a d'autres dossiers qui sont à l'étude. Oui, donc aujourd'hui, c'est les Antilles et les Kerguelen qui sont à l'étude par la Commission. Suivront après La Réunion, Saint-Paul, Amsterdam, Crozet et encore d'autres derrière. D'accord. Qu'est-ce qu'on espère de tous ces territoires? De tous ces territoires, il y a
ce territoire-là, d'abord, ce ne serait pas un territoire français. C'est un territoire où on a des droits souverains d'exploitation et de protection du milieu. Donc il y a ces deux aspects. À la fois, donc, c'est que la France qui peut exploiter, mais c'est aussi uniquement la France qui peut décider qu'on n'exploite pas pour de telle et telle raison. Par exemple, si l'écosystème est fragile, ou etc., etc. Donc si en termes de ressources, on parle de quoi? On parle d'hydrocarbures. Bien évidemment, ça intéresse quand même toujours le monde. La France n'est pas un pays de pétrole, mais au large de la Guyane, le potentiel existe. Au large de la Nouvelle-Calédonie, apparemment aussi. Dans d'autres zones, on parle plutôt de métaux, et parfois des métaux rares, des encroûtements cobaltifères par exemple, qui se trouvent sur des roches volcaniques. Tout ça, on n'a pas pu faire un inventaire dans le cadre d'Extraplac, encore une fois parce que le temps était limité, le budget était limité, mais c'est quelque chose qui va petit à petit suivre nos efforts. On a beaucoup parlé des nodules polymétalliques, par exemple, dans les années 70 ou 80, et puis plus rien. C'est des choses qu'on a laissé tomber? Non, non, oui, il y a eu une période que ça a été moins à la mode, c'est-à-dire qu'au début, il y avait un grand espoir que ces nodules qui sont relativement faciles à ramasser, ils sont juste sur les fonds marins. Ils ont quand même la difficulté, c'est qu'ils sont à 6000, 5000 mètres de profondeur et au plein milieu du Pacifique, donc très loin. Donc du coup, une fois qu'on va calculer le coût d'exploitation, les gens ont dit que c'est trop cher et on a encore les réserves à terre. Aujourd'hui, on rentre dans une autre logique parce qu'avec toutes les nouvelles technologies, on cherche des métaux très très spécifiques, ce qu'on appelle les métaux critiques ou stratégiques, dont certains pays contrôlent finalement toutes les mines. Donc pour avoir une indépendance, par exemple pour l'Europe ou pour la France, ce serait intéressant d'avoir un certain nombre de ces ressources chez nous, entre guillemets. Donc effectivement, aujourd'hui, tout ce qui est ressources minérales des grands fonds est revenu à l'agenda politique. Il y a un comité stratégique des métaux qui a été formé par le gouvernement. Et il y a des États qui aujourd'hui déposent à l'autorité internationale des fonds marins à nouveau des permis pour de recherche sur les nodules, mais aussi sur les sources hydrothermales. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces sources hydrothermales, justement? Ouais, dans les sources hydrothermales, on trouve pas mal de tout type de métaux. On trouve le cuivre, qui reste quand même très important, le cuivre avec tout ce qui est la technologie électronique. Et il y a le platine, il y a le cobalt, il y a tout un tas de métaux rares, à des concentrations peut-être moindres, mais quand même intéressantes. L'idée, c'est d'exploiter quoi, les fumerolles ou les on ne va pas exploiter les fumeurs actifs, parce que les fumeurs actifs sont associés avec des écosystèmes très riches. Donc il y a des moules, des vers, etc., etc. Donc ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est des systèmes abandonnés, c'est-à-dire qui ne sont pas sur les axes là où il y a des plaques tectoniques qui séparent et il y a une activité volcanique active aujourd'hui. On cherche dans les zones où cette activité volcanique est déjà extincte. Ouais. Et c'est là où les gens s'orientent aujourd'hui. Mais on ne sait pas encore le faire. C'est pas complètement vrai. Il y a une société canadien-australien financée par les Russes qui va ouvrir le premier mine sous-marin en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2012, à 2000 mètres de profondeur, sur un système hydrothermal. Donc c'est tout à fait de l'actualité aujourd'hui. Donc on comprend un petit peu l'intérêt d'Extraplac, de la mission dans son ensemble. Il y a d'autres missions prévues là prochainement? Pour Extraplac, le dernier dossier qui reste à faire, c'est la Polynésie. La Polynésie a été vraiment mis entre guillemets dernière priorité parce que la géologie des îles volcaniques ne correspond pas vraiment à la logique d'un plateau continental. C'est-à-dire qu'on est sur une île, on tombe tout de suite vers 5000 mètres de profondeur. Maintenant, il y a quelques exemples de demandes d'autres États qui nous font croire que peut-être il y a quand même une possibilité. Donc on ne peut pas laisser ce dossier-là sans fin. Donc on va, en 2012, faire quelques acquisitions et on va construire un dossier. Très bien. Bon courage. Merci. Merci. Merci à vous.